cette table ronde, en fait, va être un cas pratique de l'étude qui vient d'être présentée, qui nous a donné une bonne vision des différents enjeux de la transformation digitale, qui nous a bien montré que la donnée pouvait créer beaucoup de valeur si on arrivait à se réorganiser, à adapter ses modes de fonctionnement et à passer à l'échelle. Donc, tout ce travail-là, en fait, nos invités vont en parler. Je vais reprendre un petit peu le plan de l'étude, comme ça on va évoquer la transformation managériale, la transformation data, la transformation RH. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on a des invités dans des fonctions différentes, et puis qui ont à la fois suffisamment qui ont mené cette transformation depuis suffisamment longtemps pour avoir de quoi faire un retour d'expérience, tout en étant quand même assez récent. Donc ça va être intéressant. Alors, ce que je voudrais vous demander pour rentrer tout de suite dans le sujet, en fait, c'est quelles évolutions concrètes vous avez mises en place dans votre entreprise pour s'adapter à cette transformation digitale et pourquoi vous l'avez fait. On peut peut-être commencer par Nestlé, si ça vous va. Et s'il vous plaît aussi, faites un petit point sur vos objectifs en fait, de transformation digitale pour cadrer un petit peu. Voilà. Bon, merci beaucoup, Raphaël. Donc, pour commencer, quelles adaptations? Donc, une des adaptations la plus importante, ça a été changer l'organisation. Et je me retrouver illustré dans les modèles qui a été présentés. Et surtout, Nestlé, on n'est ni les modèles 2 ni les 3, un modèle entre les deux. Les 2.1, je dirais, dans lesquels on a une direction digitale qui est assise au COMEX, donc j'ai fait partie des COMEX, et dans lesquels je chapeaute les digitales, l'IT et la transformation. Donc ces trois piliers qui sont nécessaires de regrouper pour pouvoir être les catalyseurs de cette transformation digitale au reste de l'organisation. Et en termes d'objectifs, donc aujourd'hui, on avait créé cette direction digitale, ça fait 4 ans. Donc depuis 2020, on continue dans la même aventure. Et ce qui change, c'est plutôt les objectifs, parce qu'on en fait moins de projets, parce qu'il y a des investissements sur la création de ces assets data qui vont venir contribuer aux différents applicatifs qu'on va mettre en place. Donc on en fait moins de projets, en effet, mais c'est des projets qui appartiennent aussi au business et les fonctions. Donc nous, on est là pour travailler main dans la main, et surtout, ce qu'on va venir faire, c'est augmenter les métiers. On va monter un marketeur avec des outils qui vont l'aider à faire des meilleurs investissements. On va venir augmenter nos sites de production pour faire de la maintenance prédictive et dire à nos réparateurs où est-ce qu'il faut aller, quand est-ce qu'il faut aller, avant qu'ils pensent et reproduisent. Donc pour moi, c'est surtout cette notion d'augmenter nos processus de décision via des nouveaux outils. Ok, donc ça date de 2020, c'est ça, cette transformation. On avait commencé en 2020. Okay. Et vous l'avez fait évoluer depuis. Je crois, en préparant la table, vous m'aviez dit qu'il y avait le marketing à e-business avait été sorti, c'est ça de donc, la direction digitale. Tout un début de cette transformation, on avait la fonction e-business ou digital, parce que sur l'univers du marketing, ça avait commencé, je pense, un peu dans l'optique de l'e-business et le digital. Aujourd'hui, on sait que c'est beaucoup plus large que ça. Et la fonction e-business était rattachée à cette direction digitale. Mais au bout des 3 ans, on l'a réintégrée dans les business, dans la fonction marketing corporate, parce qu'à la fin, c'est vrai que chaque fonction est actrice aussi de leur propre transformation digitale. Donc ça, c'est un peu le digital partout. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que la France est en pointe dans ce mode organisationnel-là. Effectivement, donc pour Nestlé, dans l'organisation européenne, la France était les premiers marchés qui avaient mis en place cette direction digitale qui regroupait, je le dirais, la partie data qui était dans la supply chain, parce que c'est vraiment les équipes supply qui ont cet accès à la data et qui étaient plus avancées. L'IT traditionnelle, donc la DSI, donc aujourd'hui j'ai la responsabilité de cette fonction, et la transformation digitale, parce qu'il faut faire des choix. Il faut piloter les projets et pouvoir décider qu'est-ce qu'on accélère et comment et où on investit. Et ce modèle, il a été maintenant repris par l'organisation européenne et depuis 2024, les restes des marchés s'organisent de la même fonction que la France.
Ok, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail de l'organisation que vous avez mise en place en termes de fonctions avec vos Digital Ambassadors, les Digital Leads, parce que c'est des points qui sont vraiment très concrets et je pense qui intéressent les gens. Je peux le faire. Donc, on a, je dirais plutôt, avant de passer aux ambassadeurs, etc., est-ce qu'on a ancré d'une façon très forte, ça a été les pilotages des projets. Donc tous les ans, on va revoir avec chaque fonction, avec chaque business, quels sont les besoins et comment le digital va délivrer ces besoins. Et ça, on ne le fait pas avec des champions, on le fait avec les responsables de la fonction parce que les investissements, ils sont conjoints. Aujourd'hui, j'ai un budget qui est un pilote, mais ce budget, il est financé par chaque fonction et chaque unité de négoce, des business, pardon. Donc il faut vraiment avoir une discussion et une prioritisation qui est très, très importante. Pour l'activer, on va avoir des projets et qui vont aller transformer la façon dont on travaille, mais il y a aussi une transformation qui s'active au quotidien pour chaque employé. Et c'est à cette partie-là où nos digital ambassadeurs vont venir être nos bras armés du digital sur le terrain pour pouvoir identifier ces besoins au quotidien. J'ai une petite routine avec des fichiers Excel. Hop, je fais un Power Query qui va venir m'économiser 20 minutes, 30 minutes et m'aider à traiter mieux la data. Ou on a un GPT interne, un NestGPT, mais il faut expliquer comment on l'utilise. Il faut savoir prompter. Et donc, ces digital ambassadeurs, c'est une communauté dans laquelle on leur explique avant que tout le monde comment ces nouveaux outils s'utilisent, on leur explique comment ils fonctionnent pour qu'ils nous aident à multiplier, à contager, comme vous l'aviez dit, cette transformation digitale dans le quotidien. Merci. Myriam, alors oui, vous aussi vous avez changé d'organisation il n'y a pas hyper longtemps. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez mis en place et pourquoi vous avez fait ce choix-là? Bonjour à tous et merci de me recevoir parce que c'est des sujets passionnants là qu'on aborde. En fait, notre plus gros enjeu, je dirais, on en a beaucoup parlé dans la présentation précédente, c'est comment créer une structure qui soit en capacité de se transformer rapidement et de manière agile, sans pour autant se réorganiser en permanence. Ça, c'est un des plus grands, je dirais, challenges des grands groupes comme le nôtre. Et en fait, l'industrie de l'hospitalité et finalement plus largement du travel a été une des premières industries à être disruptée par les nouvelles technologies. Donc on l'a pris en pleine face, je dirais, assez tôt, par des agences en ligne comme Booking, comme Expedia. Et je parle de ça, on se parle quand même 96, hein, ça ne nous rajeunit pas. Donc on est bientôt à près de 20 ans, c'est ça ? Oui, je ne sais même plus compter 96, ça me paraît loin et pas si loin à la fois. Et des acteurs aussi comme Airbnb, par exemple. Donc, cette première vague de disruption nous a aussi obligés à revoir notre façon de travailler. La deuxième, et je pense qu'elle nous a toutes touchées, c'est la deuxième disruption, un peu que j'appelle le Covid. Le Covid est en soi aussi une forme de disruption, puisque ça a été un moment où on a appris aussi à travailler différemment, à penser les expériences clients différemment et aussi à s'organiser différemment. Et la troisième, elle est beaucoup plus inhérente à notre business model, notre modèle d'affaires, puisque notre modèle d'affaires, nous avons changé de business model, puisque nous sommes passés d'un opérateur hôtelier propriétaire des murs à un modèle asset light, où en fait aujourd'hui nous ne sommes plus propriétaires des murs, et donc nous opérons des hôtels pour des propriétaires d'actifs, et notre mission est de les aider à rentabiliser leurs actifs en remplissant les hôtels, en construisant des marques, en animant ces marques. Donc c'est quand même un métier aussi différent. Et dernier aspect aussi qui nous a obligés aussi à faire cette transformation, c'est tout simplement les habitudes de nos consommateurs. Quand vous regardez le secteur de l'industrie, du travel, pardon, de manière très large, et je pense que vous le voyez dans votre quotidien, pour réserver un billet d'avion, un billet de train, une chambre d'hôtel, aujourd'hui, 90% quasiment de ces actes d'achat se font en ligne. Contrairement au retail, on parlait tout à l'heure de Carrefour, où on est encore sur de l'achat physique. Donc en fait, c'est là où c'est un pivot pour nous. On était obligés de se transformer. Et donc, dans ce cadre-là, en 2021, nous avons créé la Digital Factory,
Et puis dans l'industrie de l'hospitalité, nous étions les premiers. Donc même nos concurrents américains n'étaient pas organisés comme ça. Donc on était un peu innovants. Et on est assez fiers pour ça. Et qu'est-ce que la Digital Factory? En fait, c'est de mettre sous le même toit différentes expertises, d'ailleurs, qui ont été mentionnées dans l'étude juste avant. Mais ce sont des product managers, des data scientists, des product designers, des experts responsables de la voix du client, des développeurs. Tout un tas d'expertises qui travaillent sous une forme, alors on appelle ça la tribe, donc la tribu, qui travaille sous forme d'équipe, multi-expertise. On travaille beaucoup aussi en matriciel, donc on a essayé aussi de casser cette notion de hiérarchie, même si je ne suis pas ton boss, on travaille et on est animé autour, et là c'est la clé, d'objectifs communs. Et ça aussi, ça a été une clé, un game changer aussi dans notre manière de travailler, c'est la mise en place des OKR, donc des objectifs key results, qui permettent à chacune des équipes, donc des tribus, des équipes multi-expertise, de travailler pour un objectif commun, quelle que soit mon appartenance d'équipe et quel que soit mon métier. Et tout ça, alors ça, j'insiste sur ce point, c'est qu'on a beau être une digital factory, donc plutôt orientée avec des profils un peu d'experts, tech, etc. Ils ont pour la plupart des objectifs orientés business. Et ça, c'est hyper important, parce que ça aide aussi l'organisation à se transformer, et à se transformer dans un objectif beaucoup plus business orienté. Oui, parce que donc le partage d'objectifs va jusqu'à rapprocher en fait, la tech et le business vraiment dans la même. Donc ça, c'est la deuxième étape. Exactement. Donc c'est la deuxième étape de l'organisation. Je vous ai parlé de la réorganisation ou de notre transformation digitale. La deuxième étape a été de rapprocher les équipes business de cette Digital Factory. Et on s'est appelé la Digital and Business Factory. On est très créatif, c'est très simple et c'est facile à retenir. Et du coup, c'est là on commence à rentrer dans un des modèles que vous avez présenté tout à l'heure. Donc c'est comment on ne forme plus qu'un. Et là, on a la tech, le business, le produit, avec l'ensemble des expertises transverses qui viennent aider à accélérer cette transformation digitale. Et en transverse, il y a la voix du client. Exactement. Je voulais faire la promo au passage. Oui. Et effectivement, donc moi j'ai en charge au sein de cette grande factory de nos sites de marque, de l'ensemble de nos sites de marque. Donc c'est un peu plus d'une dizaine de sites, du product design et de la voix du client et de l'innovation. Donc on pourrait aussi en parler, mais c'est hyper important pour nous et avec notre CDO Alix Bounois, donc cette entité est rattachée au COMEX. On parlait tout à l'heure d'organisation et de rattachement à des comités de direction. Donc c'est aussi pour vous donner l'amplitude aussi que nous avons chez Accor autour de ces expertises clés. Okay. Ouais, c'est intéressant. Alors je vais enchaîner avec vous, Jean-Baptiste. Alors vous êtes au centre du truc puisque vous êtes DRH. Et alors, pour rebondir sur ce que disait Myriam, le Covid, vous aussi, là, ça vous a bien impacté et ça a marqué le début d'une nouvelle phase dans votre transformation. Oui, alors pour faire très vite, bonjour à tous, le printemps, c'est une vieille maison, en 1865, la création, et c'est par définition du commerce physique. Et le printemps s'est mis tardivement au e-commerce et a lancé son site printemps.com, qui était un site très différent du magasin, qui était un site plus luxe, vraiment centré sur des designers, 2 mois avant la fermeture des magasins. Ce qui fait que quand les magasins ont fermé, eh bien, en fait, il n'y avait plus de site pour vendre puisque le site était très différent du magasin. Donc, c'était une stratégie, c'était pas la bonne. Et donc, aujourd'hui, on est évidemment en transformation forcée pour devenir un champion de l'omnicanalité. Et l'organisation, elle s'est créée en greffant 2 sociétés, finalement, le printemps physique et le printemps digital qui s'est greffé dessus. Et donc, il a fallu démonter ça pour recréer, et c'est ce qu'on essaye de faire maintenant, un champion de l'omnicanal. Et ça, évidemment, ça bouleverse beaucoup les organisations parce que dans une entreprise traditionnelle, le marketing magasin, enfin le marketing retail, on imagine que c'est tout ce qu'on fait en offline. Donc, enfin, en tout cas, même nos comptes d'exploitation étaient conçus comme ça, c'est-à-dire que ce qu'on dépensait en marketing, en affichage, en presse, télévision, radio, etc., c'était censé servir les magasins. Et puis, ce qui était dépensé sur les réseaux sociaux, en SEO, SIA, ça, c'était censé servir le digital. Or, aujourd'hui, évidemment, tout sert tout. C'est-à-dire que l'affiche dans la rue sert aussi printemps.com
Et l'achat d'un mot-clé chemise blanche sur Google sert aussi le magasin, puisqu'on a des clients qui vont décider d'aller en magasin parce qu'ils auront fait du repos, ils auront regardé en ligne avant d'aller acheter. Voilà. Donc tout ça bouleverse complètement nos organisations, nos KPI, notre manière de construire aussi nos assets. On avait 2 équipes, une équipe qui produisait des contenus digitaux et puis une équipe qui produisait des contenus marketing. Aujourd'hui, on a créé une Content Factory qui répond aux demandes de chaque média, et en fait, on construit des assets en fonction du média sur lequel ils vont être diffusés. Et toute l'entreprise est en train de se digitaliser comme ça, évidemment avec un objectif, c'est d'être un champion de la data client, parce que pour nous, ça c'est absolument clé, d'autant qu'on est un retailer multicatégorie, on va vendre à la fois des produits de grand luxe, de la mode, de l'accessoire, etc. Et donc la data est très importante, parce que si vous êtes client de chez nous, on va essayer de savoir quelle marque on va vous suggérer à l'instant où vous allez acheter une marque, que ce soit en physique ou en ligne. Alors, j'imagine qu'en termes RH, ça a dû entraîner énormément de recrutement sur la partie digitale. Vous pouvez nous donner une idée un peu des volumes de la transformation que ça représente en termes de personnes? Aujourd'hui, on a alors en plus, on a fait le choix, nous, d'une plateforme internalisée. Donc, on a environ 40 développeurs internalisés qui gèrent nos 4 sites, Printemps, Place des Tendances, Citadium et Made in Design, puisqu'on a 2 marques qui sont pure player et puis 2 marques qui sont omnicanal. Et donc, on gère nos 4 sites avec 40 développeurs. Et ensuite, toutes les fonctions se sont peu à peu digitalisées. On a renforcé évidemment une data factory qui est hébergée au sein de la DSI. Et au total, on a à peu près les 75 spécialistes du digital, et on est en train de former toute l'entreprise à l'IA, à l'usage de l'IA, pour accélérer nos processus et pour fiabiliser nos données et fiabiliser leur utilisation. Okay, donc vous, dans le pilotage de tout ça, vous avez les actions de formation, les actions de recrutement, les actions d'accompagnement aussi pour les profils dont parlait Célia tout à l'heure, data scientist, etc. Oui, alors c'est des actions de formation, beaucoup de conduite du changement, de transformation, parce que voilà, encore une fois, dans une entreprise qui a une culture ancienne du retail, il y a parfois le sentiment que les investissements partent trop vers le digital. Donc il faut expliquer que les investissements vers le digital, ce n'est pas au détriment des équipes magasins, mais qu'au contraire, ça sert les magasins. Je dirais même que autant le Printemps à Paris est une institution, un grand magasin multimarque dans les villes de province, la condition de survie, c'est d'être omnicanal. Parce que les marques se verticalisent, elles ont maintenant une puissance de frappe, et que si on veut être indispensable pour le client et pour les marques, il faut qu'on soit omnicanal, c'est indispensable. Et c'est aussi un facteur d'efficacité économique, parce que ça nous permet de mettre le stock là où il se vend et pas d'immobiliser du stock partout et de risquer d'avoir du coup des soldes, des invendus, etc. Oui, parce que c'est ça le but quand même, c'est d'être plus efficace au final. Et ça ne vous pose pas des soucis en termes d'attractivité, comme on a vu dans l'étude, là, pour des profils qui sont difficiles à trouver? Alors, un peu, évidemment, on est sur un marché qui est un marché pénurique, donc sur les spécialistes de la data et les spécialistes IT e-commerce. Donc on se bagarre avec nos moyens, on a la chance d'avoir une jolie marque, mais évidemment c'est un marché compliqué où il faut aussi adapter nos habitudes, c'est-à-dire qu'on vient d'une entreprise assez traditionnelle, on se heurte parfois, là je vais parler d'un sujet très RH, on a des spécialistes de l'IT, de la data, qui sont pas très open qui sont très open au télétravail et beaucoup moins open au présentiel par exemple. Et donc on nous demande de faire des exceptions, c'est compliqué, on ne les fait pas toujours, voilà. Mais typiquement on a mis des accords en place qui sont un peu différents pour les équipes digitales que pour l'ensemble du réseau d'entreprise. Est-ce que dans l'étude, il y a quelque chose que vous avez observé aussi, qu'on peut un peu généraliser, le fait que on est obligé de s'adapter aux nouveaux profils qui rentrent sur les nouvelles fonctions, en fait? Oui, c'est quelque chose qui a été cité par l'ensemble des gens qu'on a interviewés. On ne peut pas traiter les populations pénuriques comme on traite les autres populations. Mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est qu'une fois qu'on a intégré ces populations pénuriques dans l'entreprise, on ne peut plus traiter les populations qui étaient déjà en place comme on les traitait auparavant. Donc ça amène, par contagion, une vraie
réflexion sur les modes de management, l'organisation du travail, les modes de coopération, les modes projet, l'accompagnement du changement, qui sont très profondes et qui nous amènent dans un monde nouveau, parce que c'est quand même des modèles qui n'existent pas encore complètement. Et moi, je vous admire beaucoup parce que vous êtes en train de les inventer et vous êtes en train de les déployer et vous avez des résultats. Et c'est pas facile, quand on est manager, d'avoir cette créativité. Et il faut de la créativité pour garder ses profils et pour gérer les profils en place. Vous avez tous gagné un peu de renarcissisation en venant. Ah, mais si je peux me permettre, pardon, juste pour appuyer ce point, je vous rejoins totalement. On a eu vraiment ce sujet à gérer sur le télétravail et le fait d'aller chercher des experts en dehors de l'Île-de-France aussi. Ça, c'est quelque chose, moi je peux vous dire, il y a à peu près 10% de mes équipes aujourd'hui qui ne vivent pas en région parisienne. Ça n'existait pas avant le Covid. Et aujourd'hui, on a dû mettre en place aussi un cadre pour pouvoir permettre, notamment via des politiques aussi RH chez nous, de contribution à du transport qui n'était pas prévu jusqu'à présent, etc. Être en capacité aussi de savoir travailler à distance. Tout ça, c'est clé. Et pourquoi je veux insister, c'est parce qu'on le voit, le marché est tendu. Et en tant qu'entreprise, et tous les trois, je pense qu'on peut le dire, on n'est pas digital native. Pour pouvoir attirer ces talents, il va falloir qu'on mette sur la table des avantages très concrets pour ces gens-là, qui puissent en fait être un moyen de les attirer et en même temps en retenant nos talents qui sont déjà dans l'entreprise. Sur des métiers comme du product design, de la data science, du développement, c'est vraiment des métiers, si on ne fait pas ça, on n'a pas les meilleurs du marché. On est vraiment en compétition avec des entreprises qui sont vraiment digital natives. Voilà, quand on est dans les métiers du digital, c'est ce qu'on va chercher. Donc vraiment, il faut que l'entreprise, au-delà de tout ce qu'on s'est raconté, de s'organiser, de créer des factories, etc., il faut aussi que dans les habitudes de travail, on puisse savoir y répondre et être assez flexible. On a vu une entreprise, et ce n'est pas la seule, qui nous a expliqué une directrice qui nous a expliqué que son équipe était absolument éclatée dans le monde, qu'elle avait été sourcer les profils là où ils étaient. Donc elle avait des techs en Inde, elle avait des data analystes plutôt sur la côte ouest des États-Unis, elle avait des clouds qui étaient gérés en Pologne ou dans les pays de l'Est, et un petit bout de son équipe en France. Et donc un des points que vous verrez sur le site, si vous vous référez à l'étude complète, c'est que les espaces ont complètement explosé avec le Covid, mais pas seulement. Aussi parce qu'il faut aller chercher les compétences là où elles se trouvent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de nouveaux métiers, mais il y a aussi les métiers traditionnels de l'entreprise qui sont aussi digitalisés, qui se transforment. Et à l'inverse de la difficulté de faire venir des gens sur les nouveaux métiers, chez Nestlé, vous digitalisez aussi les lignes de production. Et la digitalisation globale de l'entreprise vous permet d'attirer des gens sur les anciens métiers, en fait. Effectivement, donc aujourd'hui on a un enjeu générationnel sur nos lignes de production, mais on voit que quelqu'un qui a un certain âge au quotidien, ils sont digital savvy. Ils adoptent les nouveaux outils très rapidement et l'enjeu, c'est comment on fait que ça arrive de la même façon sur les lieux de travail. Et donc on a fait énormément de projets et aujourd'hui nos opérateurs sur ligne, ils ont des tablettes, ils sont équipés comme un téléphone portable, mais il a fallu aussi réfléchir différemment. Un opérateur sur ligne, il a des gants. Donc un des premiers obstacles qu'on avait été réfléchi à la Tour d'Ivoire un peu, c'est il ne peut pas utiliser la tablette parce qu'il porte des gants. Donc c'est ces équipes cross-fonctionnelles dans lesquelles on va venir intégrer les savoir-faire très tôt pour que les outils soient exploitables très rapidement. Et après, ça nous permet aussi d'attirer du jeune talent, parce qu'ils vont retrouver dans l'environnement industriel presque les mêmes outils qu'ils ont dans leur quotidien, dans les usages, comme je l'ai dit, au quotidien. Et ça fait aussi qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va opérer en ligne, c'est aussi un data science. Il va utiliser des outils comme TradeMiner qui vont aller aider sur l'analyse des données, pourquoi j'ai des pannes, comment je vais résoudre mes pannes, comment je fais des modèles pour prédire mes pannes ou prédire la performance de ma ligne. Donc c'est des nouveaux métiers aussi qui attirent du talent et qui vont faire évoluer et transférer ces savoir-faire d'une façon différente. Alors, le temps file vite. Je ne voudrais pas qu'on termine sans aborder les
obstacles principaux que vous voyez, parce que je pense que ça va parler à beaucoup de gens dans la salle, au printemps. Dites-moi, en fait, sur quoi vous a chopé le plus, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous dans la transformation et l'organisation du coup. C'est sans aucun doute les résistances humaines, hein. C'est-à-dire que les habitudes sont prises et changer d'outils de travail, changer de méthode, être davantage, les autres intervenants l'ont dit, dans la coopération parce que on a de plus en plus de projets qui sont, qui croisent tous les silos en fait, hein. Et là, les résistances sont là dans des entreprises anciennes qui ne sont pas digital natives, comme vous l'avez dit. C'est compliqué de changer les habitudes. Donc en fait, il y a beaucoup de conduite du changement, beaucoup de formation, beaucoup de pédagogie à opérer, parfois des changements d'équipe à organiser. Moi, je crois beaucoup, par exemple, à la mobilité interne et au fait de transférer des forces vives d'une équipe vers une autre, parce que ça permet d'avoir des gens qui se comprennent davantage et qui, du coup, comprennent les contraintes de l'autre département. Bon, typiquement, enfin, dans le retail, typiquement, avoir des gens qui on fait du marketing et qui basculent aux achats ou l'inverse, comprennent qu'il vaut mieux mettre en avant des produits qu'on a achetés en volume. Bon, ça c'est pour un exemple assez facile, mais on retrouve tout ça aussi dans la transformation digitale. C'est de comprendre les besoins, typiquement en outils digitaux pour le e-commerce, pour le référencement produit quand on achetait auparavant pour des produits en physique. Voilà. Toutes les transformations sont bousculées par ces changements et par les nouveaux outils, et ça passe par beaucoup de pédagogie, beaucoup de formation et de temps, oui. Que vous n'avez pas. Qu'on n'a pas. Chakor. Oui, plus un à tout ce qui a été dit. Donc moi, effectivement, la conduite du changement, parce qu'avant tout, une transformation, c'est aussi de la culture. Et en fait, je trouve qu'on l'oublie un petit peu. On veut que ça aille vite, très vite. Et en fait, l'humain, faut aussi lui laisser le temps. Je pense qu'il faut aussi qu'on se remette dans une réalité. On ne peut pas tordre et retordre des gens. Donc oui, les équipes ont une capacité de résilience, mais jusqu'à un certain moment. Donc accompagner le changement, c'est hyper important. Donc on a parlé de formation. Moi, j'insiste sur la partie attractivité. Ça, c'est un des plus grands obstacles aujourd'hui parce que le marché est ce qu'il est, hein, on se l'est dit, tendu, etc. Et je le redis, quand on n'est pas une boîte tech, alors chez Accor, on a cet ADN humain parce que avant tout, notre métier, c'est le métier de l'hospitalité, donc on reçoit des gens dans des hôtels. Donc c'est comment aussi arriver à mixer les deux. Et dernier point, moi, auquel j'accorde énormément d'importance, c'est comment on se transforme, je pense que je l'ai dit au début, sans refaire, défaire, refaire des réorgs, etc., qui, en fait, au final, frise le temps, bloque les gens. Les gens se disent, mais en fait, on n'avance jamais, on n'y arrive pas. Donc c'est pour ça que quand vous nous avez posé la question en introduction, moi, un de mes plus gros enjeux aujourd'hui, c'est comment on crée une structure qui est en capacité, donc typiquement la Digital Factory, qui est finalement, on n'est pas sur de l'organisationnel, on est sur du matriciel. Dès qu'on a des évolutions, la Gen AI qui arrive, on est en capacité, parce qu'on est organisé pour faire face. Alors oui, c'est pas d'un claquement de doigts qu'on va trouver tous les use cases, etc., et qu'on va déployer, mais en fait, on n'est pas en train en permanence de se transformer. Donc je pense que c'est vraiment, pour moi, le plus important, c'est se transformer sans dénaturer l'ADN de ce qu'on a construit au départ. Ouais, donc on crée les fondations et après les pièces de Lego qu'on pourra ensuite imbriquer en fait. Exactement, et on s'amuse dedans. Ok. Et chez Nestlé, qu'est-ce que vous diriez ? Pour complémenter, pour nous, un des axes très importants comme frein ou à travailler, ça a été l'adoption. On investit énormément sur des outils et ces outils, c'est pas que les déployer, c'est aussi travailler jusqu'à l'adoption de l'outil, comment on mesure la pénétration de ces outils, comment on continue à les faire évoluer. Et ça a transformé aussi les métiers du digital et de la DSI parce qu'en fait, les personnes qui déploient, c'est aussi des personnes qui vont favoriser les changements, travailler sur l'adoption. Donc ça nécessite aussi soit de serrer à ce qu'il est, comment on fait l'adoption, comment on explique, comment on le vulgarise, et ou d'attirer des nouvelles compétences qui travaillent plutôt sur l'angle de transmettre ses savoir-faire. Célia Deroux, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je retiens quand même l'aspect temporalité et puis
Voilà, les gens du digital qui doivent eux-mêmes se transformer pour aller transformer le reste de l'entreprise. Je vous laisse, vous avez 30 secondes pour me trouver une super conclusion. J'ai l'impression qu'on est en train d'aborder un nouveau monde. On est au tout début, il y a plein de choses qui se structurent devant nous. Là, on voit des choses apparaître, on ne les connaît pas encore très bien, mais on commence à les décrypter. Mais ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on sait que derrière cette première façade de Koh-Lanta, il va falloir découvrir l'ensemble de l'île. Et que cet ensemble de l'île, il n'est absolument pas défini et on a du mal à même le penser tellement ça change. Et je pense que c'est ça qui est le plus intéressant aujourd'hui, c'est qu'on est au tout début, ça commence à infuser, ça commence à se voir dans les métiers les plus en avance, dans les entreprises les plus en avance, mais il y a tout un panorama derrière qui va, dans les 20 ans qui me reste à travailler, qui va changer complètement l'univers dans lequel on travaille tous, et c'est hyper excitant. Et en même temps, ça fait peur. Merci, c'était passionnant. On aurait pu continuer comme ça, mais il faut qu'on s'arrête. Merci à tous.